que nous démarrions la conférence d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre sur le live de Bibliothèques sans frontières, sur cette conférence en direct. Nous avons la joie et l'honneur de recevoir aujourd'hui Inesita Gay-Ekel, qui est historienne des bijoux, qui est une professionnelle du monde des bijoux depuis maintenant des décennies et qui a accepté très généreusement de partager son expérience avec nous. Inesita, qui est aussi professeure à l'École des Arts Joyers, partenaire de Bibliothèques sans frontières. Merci beaucoup, Inesita, d'être avec nous aujourd'hui. Je suis enchantée d'être avec vous, Mouchen. Un grand plaisir. Merci énormément de nous avoir rejoints. Peut-être en introduction, vous dire quelques mots de ce partenariat que nous sommes très fiers de lancer avec l'École des Arts Joyers, qui est située à Paris, mais qui a aussi des instances un petit peu partout dans le monde. Nous avons lancé ce partenariat cette année avec l'École des Arts Joyers autour de l'idée de promouvoir la créativité. Vous savez, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur à Bibliothèques sans frontières, dont le mandat est de donner accès à la connaissance, porter l'accès à la connaissance à celles et ceux qui en sont privés. Et pour nous, cet accès à la connaissance veut aussi dire donner la possibilité à nos usagers de créer leur propre contenu et de faire entendre leur voix. La créativité aujourd'hui est une des clés de l'émancipation de l'être humain et pour nous une façon justement de faire prévaloir la diversité culturelle, une vision plurielle du monde dans un contexte où malheureusement la complexité se perd de plus en plus. Et donc ce partenariat autour de la créativité a énormément de sens pour nous puisqu'il s'agit au travers d'une discipline particulière qui est celle de l'histoire des bijoux, de l'histoire de la joaillerie, de faire découvrir non seulement un nouvel univers, mais aussi d'appréhender sa part de créativité personnelle. Donc, on espère qu'à travers cette série de partenariats, cette série de conférences, nous allons réussir à faire partager un petit peu du rêve qui habite les magnifiques esprits des enseignants de l'École des Arts Joyers. Effectivement, nous allons vous proposer, durant la durée du confinement, une série de conférences sur des thématiques toujours extrêmement pointus, choisis pour leur intérêt historique, leur intérêt culturel. Nous commençons cette semaine avec la période de l'Art déco et une série de conférences qui a démarré en réalité mercredi autour du jade, du diamant et de la laque, c'est-à-dire les matières précieuses de l'Art déco. Pour celles et ceux qui nous ont suivis dès mercredi, vous avez pu découvrir les chapitres 1 et 2 de cette conversation qui s'est tenue à l'École des Arts Joyers. Et vous allez aujourd'hui découvrir avec nous en exclusivité la troisième partie de cette conférence. Et pour justement permettre que cet échange soit le plus interactif possible, nous avons la chance de recevoir Inesita Gay-Ekel, qui est historienne des bijoux, qui est une grande professionnelle du monde de la joaillerie, qui est aussi professeure à l'École des Arts Joyers et qui se connecte aujourd'hui avec nous depuis le Maine. Merci énormément, Inesita, d'être avec nous. Est-ce que, oui, est-ce que tu voudrais bien nous dire un mot de ce partenariat et de ton, peut-être de ton intérêt pour cette collaboration avec BSF avant que nous commencions? Comme tu peux sentir, j'ai hâte de partager avec vous. Quel énorme plaisir, quel honneur et comment ce partenariat me touche au cœur. C'est un sommet pour moi. J'ai fait beaucoup, comme tu sais, dans le monde de la joaillerie, mais j'ai jamais été tellement touchée au cœur que quand je fais des ateliers avec les jeunes. Et les ateliers avec des jeunes gens qui vont profiter de Ideas Box et de tout ce que toi tu fais avec ton organisation sublime, Bibliothèques sans frontières. J'ai hâte de continuer et les opportunités déjà que nous avons eues sont des moments magiques, absolument magiques. Tout ce que tu dis, je partage avec grande passion tout ce que tu viens de dire au sujet de cette opportunité de créativité. Comment est-ce que créativité est tellement important et dans les écoles et dans les initiatives dans l'éducation, créativité est quelquefois laissée à côté. Mais pour développer tout, il faut jouer pour créer. Et vraiment, apprendre peut être joué. Et les gens oublient cela. Mais avec Bibliothèques Frontières, avec le fait que les livres sont là comme des jouets même, le fait qu'on joue quand on lit. Quand on lit un livre, on se libère.
On est tout à fait libre, on peut voyager n'importe où, on peut imaginer n'importe quoi, et tout est possible à travers les livres. Et avec nos ateliers, comme tu sais, on a créé ceci ensemble. Les enfants, les jeunes qui participent dans ces ateliers, ils vendent des livres à créer avec leurs propres mains. Apprécier qu'est-ce que c'est de créer un bijou avec des cailloux, avec des pierres et de possibilités qu'on peut lire, on peut explorer et après on peut créer. Et créer, c'est jouer. Merci beaucoup Inesita pour cette très belle introduction. Effectivement, nous avons commencé à mener des ateliers dans nos projets Ideasbox sur le terrain avec l'école des arts joailliers. Et aujourd'hui, finalement, cette créativité et cette universalité du bijou, c'est ce qu'on vous propose de découvrir puisque nous allons plonger dans le 3e chapitre de la conférence sur le diamant, le jade, la laque, les matières précieuses de l'art déco. Et nous allons spécifiquement parler des liens entre l'Orient et l'Occident. Donc, je vous propose sans plus tarder que nous regardions la 3e partie de la conférence. À toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez surtout pas à poser vos questions à Inesita dans les commentaires du live. Nous les prendrons à la fin. Inesita, historienne des bijoux, se fera un plaisir de partager sa passion avec vous et surtout un ensemble d'anecdotes absolument passionnantes et croustillantes sur l'histoire des bijoux. Donc, sans plus tarder, je vous propose de vous partager mon écran pour que vous puissiez suivre la conférence et nous revenons ensuite avec Inesita pour répondre aux questions en direct. Très bonne conférence et à tout de suite. Je partage mon écran. Voilà. Vous allez à présent voir la conférence. Laissez-moi changer de source de son pour que vous en voyez au mieux. Et je vais mettre ça en plein écran. Voilà. Et c'est donc parti. Très bonne conférence à tous. Continuons, restons dans cette relation entre l'Orient et l'Occident et reparlons un peu du contexte. Alors, en Chine, vous avez la dynastie Qing qui eh bien, se situe entre 1622 et 1929. Cette dynastie, en fait, elle va laisser place par la suite, en 1929, à la Première République de Chine. Eh bien, ici, vous avez un bel exemple de bâtiment de style art déco. Vous voyez, c'est un exemple donc un bâtiment qui a été réalisé par l'architecte Liu Jipiao et c'est le bâtiment qui inaugure en fait l'entrée de l'exposition internationale de Hongsu en 1929. On n'est pas très loin de Shanghai. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est cette réception du savoir-faire français, de l'art déco français en Asie dans ces années 1920, 1930 et 1940 aussi. Vous voyez, l'architecture, on est vraiment sur une architecture art déco qui est assez massif et qui rappelle aussi l'art déco américain. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce qui est intéressant, c'est l'impact de ces techniques et de ce savoir-faire en France. Alors, justement, on parlait du 18e tout à l'heure. Les objets, des petits objets très précieux où on commence à intégrer des laques chinoises. On commence en France au XVIIIe siècle aussi. Alors, au départ, on collectionne en fait les objets, vraiment, puis à un moment donné, ils vont servir de matière première. Et là, vous avez par exemple un petit coffre qui est plutôt au 19e, mais on en fait aussi comme ça au 18e. Et vous voyez comment les joailliers, notamment la cage, celui-là, vous pouvez le voir en bas, hein, donc n'hésitez pas à y retourner si vous voulez, vont récupérer justement ces techniques qui sont des techniques chinoises, et notamment, vous avez là, ici, ce qu'on appelle de la marqueterie burgotée. D'où ça vient, le burgot, c'est un coquillage, en fait, hein, que l'on utilisait comme matière première dans de la laque, justement, pour avoir ce côté un petit peu irisé. Alors, ce matériau peut également être teinté, c'est ce que l'on voit ici. Et c'est vrai qu'on a une réception importante et mondiale de cet art déco. C'est pas l'exposition qui a été la plus visitée, 6 millions de visiteurs, c'est pas grand-chose, hein, 50 millions pour 1900. Mais c'est celle qui a eu le plus d'impact en fait dans le monde entier.
Et puis alors l'influence aussi chinoise, quand les étrangers arrivaient sur la côte à Cathay, après un long voyage, la première chose qu'ils voyaient, c'était ces édifices religieux, ces pagodes, et c'est un des éléments les plus marquants. Vous voyez comme ici, alors vous avez l'utilisation, c'est presque du capla en diamant, si vous connaissez ce petit jeu, vous avez une sorte de jeu de construction en diamant taille baguette. Ça, c'est vraiment une technique qui apparaît justement dans les années 30, où l'on perd énormément de pierres. Et là, vous avez cette pagode qui est évidemment assez petite, vu la préciosité des matériaux, qui est en taille baguette. Et alors, là, d'une modernité extraordinaire, de chez Van Cleef et Arpels, 31. L'inspiration chinoise n'est plus fantaisiste, en fait, encore, avec cet or qui est extrêmement travaillé et qu'on pourrait penser même des années 70, et qui a d'ailleurs été réédité dans les années 2000, une espèce de modernité, mais une réinterprétation du chapeau chinois. On est aussi un peu dans la fantaisie. Je crois que Catherine Deneuve a utilisé dans le film dernier. Ah oui, mais je vais à revoir. Donc, jamais rien à revoir de toute façon. C'est un chef-d'œuvre. Alors retournons là aussi dans cet univers chinois et observons en fait l'impact vraiment de l'art français en Asie et à Shanghai par exemple. En fait, ici, on va commencer par ce document, ce qui illustre eh bien, le Grand Rex. C'est ce bâtiment culturel, ce cinéma qui eh bien, a été réalisé en 1930 et inauguré en 1932 par Buissem. Et regardez ici à gauche, un autre document. On part à Shanghai. On est sur ce qu'on appelle l'avenue Offre. Et on est donc face au cinéma Cathay. On est dans la même structure, la même organisation de l'espace urbain. C'est extraordinaire. C'est l'idée des grands boulevards, comme à Paris. C'est la combinaison de cette idée de rotonde avec des structures horizontales, longitudinales et les décors. Vous regarderez le Rex différemment, peut-être ce soir, quand vous passerez devant. Mais voilà, dans la partie sommitale de cette architecture, on retrouve tous les codes stylistiques de l'art déco, l'élévation, les décors avec des motifs semi-circulaires. Et là, on va retrouver cette même idée. Donc, il y a vraiment une réception, donc une belle réception ici de cet art français en Chine et en particulier à Shanghai. Alors, il faut juste rappeler un point important. En 1848, on a ce qu'on appelle une concession française en Chine. Et ça va être l'occasion pour eh bien, les artistes, les architectes, les joailliers aussi, eh bien, de découvrir toutes ces cultures et surtout tous ces savoirs. Regardez ici la réception aussi eh bien, des motifs déjà, des lanternes chinoises et du style. Donc là, ici, il y a une pièce de la cloche frère avec eh bien l'utilisation du diamant, de l'onyx, par exemple, du corail. Et là, on est vraiment dans une structure, donc, et un motif asiatique avec une structure et une composition d'un style art déco. L'utilisation de la montre châtelaine, la montre châtelaine, c'est fin 17e, 18e siècle, et on va reprendre aussi ce type d'objet au début du 20e siècle. Autre exemple, juste pour le plaisir des yeux, en fait, dans la réception de l'art français, du savoir français en Asie, là, en inverse. En fait, ici, vous avez deux exemples d'objets, une table de toilette pour dames et eh bien une pendulette, qui illustre aussi eh bien l'impact de l'art français sur les créateurs asiatiques et en particulier chinois. Ce qui est intéressant ici dans cette table de toilette, c'est le traitement des colonnes, des colonnes ici qui reprennent très clairement l'art gréco-romain ou l'art du XVIIe, XVIIIe siècle, l'art des colonnettes, l'art des gaudrons. Et puis là, bien évidemment, l'histoire de l'horlogerie, l'histoire de pendulettes propres aux grandes maisons, comme un peu de quartier, c'est très souvent réalisé dans les années 1920-1930. Et on va retrouver le même type d'objet en Asie avec un traitement un petit peu plus différent, technique de la laque, utilisation par exemple du jade ou de la jadée. Autre exemple aussi, en fait, il y aurait une autre conférence à faire, c'est
l'histoire du bijou art déco et l'importance de l'aéronautique. Ça aussi, c'est passionnant. Regardez ici, on est en Chine, on est à Dongdaemu et vous voyez bien que ce bâtiment reprend les formes de la figure dans ma vie, en fait. C'est les périodes d'entre-deux-guerres, on est dans des périodes importantes d'un point de vue industriel. Et regardez, l'aéronautique, le motif de l'avion va bien évidemment inspirer en particulier ici la maison Cartier. Donc vous voyez qu'on a vraiment là aussi un bel exemple d'inspiration aussi bien du côté de l'Orient et de l'Occident. C'est passionnant. C'est un sujet passionnant, l'impact de l'aéronautique en bijouterie. Ouais, on va partir très rapidement à Hong Kong. Voilà, l'heure fait qu'on va y aller extrêmement rapidement. De l'architecture art déco aussi à Hong Kong avec cet hôtel qui a été construit en 1928, le plus vieux hôtel de Hong Kong, et qui garde dans sa décoration intérieure vraiment une décoration art déco que l'on trouve aussi dans ce poudrier qui est présent au Liangyi Museum, qui a ouvert en 2014 sur la Hollywood Road. Liangyi, c'est vraiment deux sens, hein, donc c'est vraiment ce jeu entre l'Occident et l'Orient et les influences croisées entre l'Orient et l'Occident. Une des premières expositions, je crois la première d'ailleurs, qui a été montée dans ce musée, c'était une exposition de petites boîtes, poudriers, etc., minaudières, qui montrait les influences croisées entre ces deux cultures. Et presque pour terminer, pardon, vous retrouvez ici donc à la fois par le matériau jade, lac et par les motifs évidemment cette influence. Et puis on peut peut-être se poser la question de est-ce que l'art déco continue aujourd'hui à influencer le domaine de la joaillerie. Ici deux exemples pour terminer. On va dire oui, hein, puisque ici en 2018, Chanel réinterprète finalement ces fameux paravents en lac de Coromandel, qui n'était pas d'ailleurs, enfin bref, ça c'est encore autre chose, qui portent ce nom-là, mais qui en fait qui sont des paravents chinois, mais qui portent le nom de la côte sud-ouest de l'Inde. Enfin bon, là aussi, il y aurait peut-être à étoffer. Et puis Viren Bhagat, qui est un très très grand joaillier indien, quatrième de la dynastie, qui travaille à Mumbai et qui ici, de manière générale, travaille avec des éléments qui sont très souvent des tailles et des techniques indiennes, notamment, c'est pas le cas ici, mais des diamants qui sont taillés en miroir, par exemple, et qui réinterprètent complètement les formes art déco dans une influence. On a vu à quel point l'Inde avait pu influencer l'art déco. Et là, vous voyez qu'avec cette broche-là, on est entre justement le vase qui a été un des motifs phares de l'art déco, mais qui est aussi l'arbre de vie dans l'islam. Donc en fait, on a ce croisement encore des cultures qui, dans un bijou extrêmement récent, fait encore penser justement à cet art déco qui n'en finit pas d'avoir des échos. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On a commencé avec 10 minutes de retard, on finit avec 10 minutes de retard, on est désolé. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du temps pour les poser. En 1905, on est sur le 28 avril jusqu'à 27 octobre. Donc c'est 6 mois en fait. Ouais, c'est impressionnant. Et même lorsqu'on a préparé la conférence, j'avoue, j'ai regardé à 2 fois les données chiffrées sur le nombre de spectateurs, le nombre d'exposants, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est pas la plus fréquentée. C'est pas la plus fréquentée. 1950 millions de visiteurs, c'est la plus fréquentée. Mais celle de 25, c'est vraiment celle qui a le plus d'impact dans le monde. D'ailleurs, bon voilà, là, on pourrait faire toute une conversation sur les différences entre l'art nouveau et l'art déco. Ouais, c'est pas du tout la même chose. L'art nouveau éclot partout dans le monde avec des foyers très différents,
alors que l'Art déco, le Creuset, c'est vraiment la France, nourrie de plein évidemment d'influences, et puis qui ensuite part avec les ambassadeurs que sont les paquebots transatlantiques, notamment beaucoup, mais également des architectes français qui vont aller souvent construire des ambassades au sens propre là pour le coup, mais version architecture art déco, des architectes étrangers qui viennent se former en France et qui vont justement faire essaimer cette architecture. Donc on en trouve absolument dans le monde entier, du Maroc, vous voyez, à Shanghai, il y en a absolument pas. C'est français, Ouais. c'est facile. Et on voit que l'architecture, il y a énormément d'américains qui font Donc, bien sûr, à Los Angeles, par exemple, c'est une ville de l'art déco. Sur le reste. Est-ce que c'est fait par il y avait déjà de la France sur le reste et que les États-Unis, c'est un peu. Les États-Unis ont reçu l'art déco, en fait, de la même manière de la France. Donc, le Chrysler, c'est l'expression, enfin, de la France, oui, oui, ça a été vraiment le Creuset. Le Chrysler est l'expression de cette presque bombe à diffractation qu'a été l'art déco absolument partout dans le monde, à Rio, avec la sculpture, vraiment, voilà, partout, en fait. L'art déco, c'est vraiment un style, encore une fois, assez difficile à définir, parce que le problème d'une définition, c'est qu'on attend des choses hyper carrées. Bon, en plus, pour un style géométrique, on aura mais vous voyez qu'il y a des exceptions, et pourtant, quand on voit même le chiffonnier de Groux, on peut pas imaginer que c'est autre chose que cette période-là. Et pourtant, il est tout en courbe. Même chose avec le diadème de Mauboussin. Donc, malgré tout, il y a quand même une espèce de fond commun, même quand on commence à avoir des courbes. C'est une souplesse qui n'est pas celle de l'Art Nouveau. Il faut se rappeler, en fait, ça se fait de manière progressive. Hein. Depuis les années 1900-1910, oui, on a vraiment des prémices à ce qu'on va appeler plus tard l'Art déco. Hein. Par exemple, le Deutscher Verbund au début du XXe siècle en Allemagne. Donc ça, vous avez le Wiener Werkstätte en Autriche. Enfin, voilà, ce sont différents groupes d'artistes, de créateurs, de designers, Glasgow aussi, qui vont finalement servir l'année. Et d'ailleurs, parce que allez voir évidemment l'expo La Cloche, mais il y a quand même aussi une très belle, ce qui montre à quel point l'art déco est aussi au cœur aujourd'hui finalement des choses. Il y a une très belle exposition aux arts déco, justement, au MAD, qui parle d'une aventure absolument incroyable, qui est celle du Maharaja d'Indore et de la Maharani, qui se font construire une sorte de rêve architectural et surtout de déco intérieure en plein Madhya Pradesh entre 1828 et 1933, qui correspond à la mort de la Maharani, donc ça coupe un peu les choses, mais quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, vous avez la Maharani possédait, entre autres, une très jolie montre Van Cleef et Arpels, ce qui est dans l'exposition, avec un motif égyptisant. Donc voilà, c'est l'occasion aussi d'aller voir ça. C'est une histoire très romantique, très nostalgique, et il y a du mobilier magnifique. Enfin, tout ça avait été dispersé, pardon. On retrouve Doucet également. Ouais, voilà, on retrouve toutes les figures de l'art déco sont présentées aussi là. Donc on voit ça vraiment essaimé un peu partout. Voilà. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Hello. Donc, qui a des questions? Bonjour à toutes et à tous. Merci à ceux qui nous ont rejoints en cours de direct. Comme vous l'avez vu, c'était le 3e chapitre de la conférence sur le jade, le diamant et la laque, les matières précieuses de la période Art déco. Et nous sommes avec Inesita Gay-Ekel, qui est historienne des bijoux, professionnelle du monde de la joaillerie et du monde des bijoux depuis maintenant, avec une longue expérience dans ces milieux professionnels-là, et qui est aussi professeure à l'école des arts joailliers. Donc, vous venez de voir une conférence. N'hésitez surtout pas à poster vos questions dans les commentaires du live. Nous y répondrons avec grand plaisir. Enfin, je me chargerai de les relayer avec Inesita, qui répondra avec brio, j'en suis certaine. Inesita, nous avons déjà de premières questions.
dont une question de Kim qui nous demande à partir de quelle époque les personnes portent-elles des montres? Les montres sont-elles portées sur tous les continents? Quel type de modèles sont-ils? Beaucoup des questions ont leur réponse se trouve, les origines se trouvent dans la Chine. C'était l'horloge qui a été inventée par les Chinois, comme beaucoup dans ce monde, mais les montres sur le poignet, c'est très récent. C'est lié d'abord aux techniques, parce qu'il fallait d'abord inventer l'horloge, il fallait inventer comment créer le mécanisme pour l'horloge. Il n'y avait pas d'électricité. L'idée de l'électricité ne vient pas jusqu'au presque 20e siècle. Et c'était vraiment pendant le Moyen Âge que d'abord, on a pu libérer l'horloge pour ne pas être toujours une grande structure. Mais ce n'est vraiment qu'au commencement du XXe siècle qu'on a trouvé le montre sur le poignet. Et le montre sur le poignet était une grande révolution, et en particulier pour les dames. Parce que l'idée qu'une dame, l'idée de l'horloge et de la montre, même d'avoir une horloge, c'est vraiment libération de l'être humain parce que l'être humain peut maîtriser le temps. C'est l'idée de maîtriser le temps. Et l'idée qu'une dame pourrait maîtriser son propre temps en portant sa propre montre, en conduisant, en portant le maquillage, comme vous avez vu, il y a les poudriers, les nécessaires. Donc, toute cette idée de regarder le temps, de maîtriser son propre temps était tout à fait moderne. Mais je dois dire que le commencement de la portée de la montre était lié aux aviateurs, aux pilotes, les avions, parce que c'était vraiment important pour fonction. Le pilote devait pouvoir voir quelle heure est-il, qu'est-ce qu'il fait. Encore une fois, il n'y avait pas d'ordinateur, le pilote pilotait seul. Et les montres sont tout à fait liées avec le commencement du XXe siècle, les pilotes. Et pendant cette époque-ci, pendant l'époque de l'Art déco, on voit les femmes qui commencent à porter les montres. Donc, c'est une belle question, un grand sujet. J'espère que je n'ai pas trop répondu déjà. C'était parfait, Inesita. Dis-moi, il y avait une deuxième partie de la question qui était sur est-ce qu'on retrouve le port de la montre déjà sur tous les continents à cette époque-là? Ah oui. Vraiment, cela, c'est quelque chose qui a eu ses origines avec le pilotage des avions. Donc, les grands concurrents pour le pilotage des avions étaient les mêmes gens qui commençaient à porter les montres. France. Il y avait Santos et Cartier. Les Français, on donne le crédit d'habitude pour les premiers aviateurs à Orville et Wilbur Wright aux États-Unis. Mais véritablement, les Français étaient là au commencement et au début. Donc, les montres se trouvaient sur les poignets des aviateurs. On peut dire France, les États-Unis, l'Europe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a commencé là-bas. Mais tout de suite, en Inde, il y avait le grand Maharaja Patiala dans cette conférence. On a discuté les influences de l'Inde. Les grands collectionneurs, les hommes d'abord et les femmes après, voulaient avoir les montres. Ceci est vraiment une tendance qu'on peut dire à rayonner autour du monde, mais venant de l'Europe et des États-Unis. Suisse, la maison des montres était suisse, entre Suisse et France. Merci beaucoup, Inesita, pour ce voyage. Dis-moi une autre question que nous avons reçue. En parlant d'avions, nous avons vu, là, dans la dernière partie de la conférence, justement, des inspirations de l'aéronautique. Est-ce que ce monde des arts déco, justement, a-t-il un lien avec le monde de l'industrie? On peut penser que c'est peut-être parfois un peu paradoxal d'allier art et industrie. Je vais remontrer la slide à laquelle cette question fait référence. Et si tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur ces influences industrielles. Merci beaucoup pour cela, parce que c'est vraiment étonnant et passionnant ce slide-là, avec le grand bâtiment pour le département d'aviation de la Chine et des bijoux tout petits avec des avions en diamant. Le monde de l'art déco, le monde des années folles, the Roaring Twenties, était passionné par tout ce qui était nouveau, tout ce qui était industrie, technologie, science, parce que
peut-être aujourd'hui, nous croyons que cela est un peu paradoxal avec la pollution et tous les séquelles qu'on voit maintenant d'industrialisation. Mais pour eux, c'était la possibilité de libération. Il faut penser à la machine à laver, la possibilité de ne pas avoir, d'être obligé de laver les vêtements avec les mains. C'était une grande libération pour les femmes. Les fours électriques, les réfrigérateurs, tout cela qui était en train de se développer, comme les avions, la possibilité de voyager. Donc, la modernité était un rêve qui inspirait tout le monde et on se disait qu'avec les influences de modernité, avec les belles inspirations venant d'Afrique, avec la beauté et la créativité venant d'Asie, qu'on pourrait échapper de la tristesse dans laquelle on vivait après la Première Guerre mondiale. Parce que la Première Guerre mondiale n'était un long déclenchement de tragédie et de souffrance. Donc, on tournait la tête ailleurs. On tournait la tête en avance vers le futur, l'industrie, la science. C'est pourquoi ce mouvement était vraiment nommé pour l'exposition. Le nom de l'exposition, c'était l'exposition d'industrie, de technologie, d'art décoratif moderne. Mais vraiment, l'emphase, c'était sur moderne. Et pour eux, être moderne aussi était de regarder vers l'Afrique, de regarder vers l'Est, de ne pas être eurocentrique, de ne plus être eurocentrique. C'est un grand mélange, mais c'était comme cela. On peut penser à 3 courants, 3 inspirations sans lesquelles on n'avait pas ce mouvement passionnant. L'Afrique, l'Asie et la modernité, la science, la technologie, dans cette boule de modernité. J'espère que cela aide. Merci beaucoup, Inesita. C'était une réponse très très claire, très très précise et qui nous a fait voyager dans l'état d'esprit de cette période. Dis-moi, nous avons d'autres questions. Une de Sophie qui nous demande: est-ce que le jade est plus rare que l'émeraude? Oh, le jade. J'ai passé ma vie et les gens qui adorent le jade poursuivent. C'est une poursuite. On poursuit la beauté, les mystères, la signification du jade. Le jade, dans une longue tradition asiatique, on dit que le jade va casser avant que vous n'allez casser. Le jade vous protège. Le jade c'est une pierre, on dit tough en anglais. Les fibres sont tricotées ensemble pour que il n'y a qu'un diamant qui peut vraiment couper un jade. Le jade et l'émeraude peuvent être extrêmement rares, extrêmement chers. C'est la beauté, c'est très compliqué et très simple. Ce que l'œil humain trouve beau, où il y a la beauté, peut être cher. Donc, il y a des jades rarissimes, il y a un collier renommé qui est maintenant dans le musée de Cartier, que tout le monde peut voir de temps en temps, qui a récemment été vendu, si vous pouvez imaginer, pour 27 millions d'euros. Un collier de jade qui appartenait à une fille qui s'appelait The Poor Little Rich Girl, la pauvre petite fille riche, une dame très triste qui s'appelait Barbara Hutton. Voilà, son collier vient d'être racheté par Cartier pour le musée pour cette fortune. Mais aussi, on peut trouver des morceaux de jade pour 1 euro, 2 euros, qui sont vraiment jade, mais pas de cette préciosité, comme cette préciosité est déterminée par les humains, qui ne veut pas dire que ce n'est pas jade. Et c'est exactement cela que nous explorons ensemble, comme tu sais, Mui Cheng, pendant nos ateliers pour les enfants. Parce que pendant nos ateliers avec Ideas Box et avec la Bibliothèque sans frontières, les enfants créent des vrais bijoux, des vrais bracelets avec des vraies pierres. Il y a jade dedans, il y a quartz dedans, il y a améthyste dedans. Mais c'est pas très, très, très cher. On peut même trouver des cailloux comme cela dans les marchés, dans les brocantes, dans les marchés les samedis, les dimanches, les mercredis, partout. Donc,
grande question. Qu'est-ce que c'est que la préciosité? Est-ce que un morceau de jade est extrêmement précieux à toi, Mui-Cheng, ou à moi, parce que ma mère me l'a donné, ou parce que cela appartenait à ma grand-mère? Oui, mais est-ce que cela se vend pour beaucoup d'argent? Ça peut être possible selon ces qualités qui sont définies par les gémologues, mais vraiment interprétées à travers ce que l'être humain trouve précieux. Et ça, c'est la beauté. J'espère que cela aide. Une réponse très poétique, justement. Merci beaucoup, Inésita. Pour continuer sur la question du jade, nous avons une autre question qui nous demande, de Kim, qui nous demande, comme le jade est très rare, comment les joailliers se procurent-ils ces pierres? Le jade, beaucoup de jade que vous voyez, c'est déjà âgé comme les objets que vous venez de voir. C'est presque 100 ans maintenant depuis que ces objets ont été faits. Et depuis l'Antiquité, même la préhistoire, on peut trouver dans les musées du Nord, de Norvège, de Suède, du Sud-Amérique, on peut trouver que les gens, même avant l'histoire, on dit que l'histoire commence quand on a l'écriture pour qu'on puisse décoder, décrypter les messages. Mais avant l'histoire, entre guillemets, les êtres humains étaient très similaires à nous, mais nous n'avons pas les records. Donc, à travers le jade, on peut trouver leur histoire. Procurer le jade aujourd'hui, pour moi, je préfère, comme je dis, la période Art déco et même beaucoup avant, même Shang, même avant. Donc, dans les collections privées, chez les collectionneurs, dans les musées, mais pour les joailliers aujourd'hui, s'ils veulent le jade qui est tout à fait nouveau, s'ils veulent le jade très, très précieux, comme vous voyez dans les bijoux que vous venez de voir, cela va d'habitude de Burma. Le jade qui est très vert, qui est vraiment, vraiment joyeux, vient de là. Mais la plupart de ce que vous allez vouloir collectionner et vous allez vouloir voir, c'est très ancien déjà. Et on recycle beaucoup, on emploie les anciens jades dans les nouveaux bijoux. Merci beaucoup, Inésita. Nous avons à présent une question de Sylvain qui s'interroge sur les montres et qui nous dit « Bonjour, avec l'arrivée des technologies dans les montres, type Apple Watch par exemple, la mission de ces objets évolue. Pensez-vous que les montres traditionnelles survivront dans le temps à l'avenir ?» Quelle merveilleuse question! Je vous montre quelque chose de très précieux pour moi. La première montre que j'ai achetée chez Cartier il y a longtemps, il y a 40 ans peut-être, presque. Mais je ne peux pas vivre sans ceci. Et je n'hésite pas de porter les deux. Et j'explique aux gens que je porte celui-ci pour l'amour, pour l'histoire, pour la tradition, le fait que ma maman le portait, beaucoup de raisons. Et c'est un grand, grand, grand trésor. Et c'est une montre automatique qui veut dire pas de machine, pas de carte, rien. C'est le mouvement du corps qui fait fonctionner cette montre automatique. Mais ceci, c'est un merveille. Ça fait améliorer comment est-ce qu'on dort, ça fait améliorer l'exercice, le sommeil. Moi, j'ai 64 ans et c'est très important pour moi, pour préserver ma santé, d'adorer cette montre. Tout ce qui est montre, on peut discuter pendant des heures. C'est l'humanité, l'espoir, l'inspiration, l'idée qu'on peut maîtriser et aussi libérer sa vie. Donc, oui, j'en suis certaine et j'ai mené ma vie dans ces professions pour pouvoir vous assurer. La collection de montres n'est jamais marché mieux qu'aujourd'hui. En dépit de cela que j'adore. Merci beaucoup, Inésita. Dis-moi, en hommage justement à les échanges entre les États-Unis et la France, par exemple, à cette période Art déco, il y a un personnage qui émerge, qui est celui de Joséphine Baker. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous dire comment elle a contribué au mouvement Art déco? Je vais vous montrer justement une slide qui fait référence à ce personnage.
Oui, et ce slide-ci, c'est très important que vous savez ce qui se passe là-bas. Cette dame, le seul problème avec ta question, c'est 3 petits mots, un petit peu. Parce que je pourrais parler avec vous jusqu'à la semaine prochaine, le mois prochain, au sujet de cette femme fabuleuse, incroyable, cette muse. Cette dame était vraiment l'esprit, la muse de tout ce que nous discutons. Les années folles. Elle était la déesse de Paris. Elle était une dame qui luttait pour les droits des femmes, qui luttait pour l'égalisation des droits pour les gens qui n'étaient pas blancs, qui luttait contre la discrimination. C'était une dame qui n'allait plus visiter les États-Unis parce que quand elle a essayé de retourner aux États-Unis, elle était américaine comme moi, mais elle a quitté les États-Unis pour créativité, pour être libre. Et quand elle a essayé de revenir aux États-Unis, elle ne pouvait pas, les lois n'étaient pas bonnes à cette époque-là. Elle a dit, je reste dans la France parce que dans la France, elle trouvait la maison de son âme. Et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle luttait contre les nazis. Elle supportait la résistance. Cette dame, je ne peux même pas commencer. Donc, quand vous voyez cette dame qui danse avec une jupe en banane, il se peut que vous me demandez, mais c'est un peu frivole, non? Pourquoi est-ce qu'elle fait cela? Non, elle était libre. C'était une âme libre. Elle montrait que la femme pouvait faire n'importe ce qu'elle voulait. Elle inspirait les artistes, les sculpteurs, les musiciens. Ce collier que vous voyez là, Jean Dunant a créé ce collier pour elle et pour son épouse et pour ses clients, tout à fait inspiré par cet esprit. Comment est-ce que Josephine Baker a incarné les meilleurs... Elle incarnait la liberté, la féminité, le fait qu'il fallait regarder pour autre inspiration, même dans les palettes, même dans le style même dans le style dans lequel on allait embellir le corps. Donc, tout. Et ce collier-là, vous pouvez le voir, le collier qui est là sur le slide, en orange, c'est pas or, c'est quelque chose qui s'appelle Orium, parce qu'on faisait des alliages pour que les jeunes femmes puissent acheter même pas du tout des jeunes femmes qui étaient riches. Et vous pouvez voir ce collier dans le musée des arts décoratifs, que je vais vous recommander tous. Je vais recommander tout le monde, même pendant le confinement. Vous pouvez faire des visites virtuelles sur le site du musée des arts décoratifs. Et après le confinement, allez dans la galerie des bijoux, 107 rue Rivoli, quand vous voulez, 107 rue Rivoli, dans la galerie des bijoux. L'école est un mécène de cette galerie. Nous donnons des cours dans cette galerie et vous pouvez apprécier toute l'histoire des bijoux, ce que nous discutons aujourd'hui. Et il y a des films que vous pouvez visionner à travers le site du MAD pour aller plus loin au sujet de Josephine Baker. Josephine Baker vraiment était la muse de cette époque. Merci beaucoup, Inesita. Dis-moi une autre question qui porte de façon plus générale sur les pierres précieuses. Sylvain qui nous demande, est-il encore possible de découvrir de nouvelles variétés de pierres précieuses? À quand remonte la dernière découverte? Cela se passe chaque minute. Je ne suis pas un gémologue, mais je travaille au sein de l'école où nous avons les meilleurs experts gémologues pour moi, Olivier Segura, qui va participer dans les prochaines lives. Olivier, mon cher collègue, va être là pour des lives avec toi, Mui-Cheng, qui vont traiter gémologie. Mais il y a toujours, par exemple, c'est pas aujourd'hui, mais c'est récent, que le tanzanite a été découvert. Il n'y avait même pas le pays qui se nommait Tanzanite, mais Tanzania, mais on a nommé cette pierre pour Tanzania il y a quelques années. Il y a toujours de possibilités. Il faut toujours rêver, il faut toujours explorer. Et un de nos buts avec nos ateliers créatifs, c'est exactement cela. Vous pouvez aller n'importe où il y a terre, n'importe où il y a poussière et quelque chose qui est sur la terre, et vous pouvez fouiner dans
les pierres et vous pouvez trouver des cailloux qui vont vous plaire. Par exemple, juste pour citer un exemple, découverte, 1866, il y a quelques moments, il y avait un petit garçon qui jouait sur la ferme de sa famille dans l'Afrique, dans le Sud-Afrique. Et il a trouvé beaucoup de cailloux jolis. Il aimait ces cailloux. Il présentait ces cailloux à sa petite sœur pour que sa petite sœur pourrait jouer des jeux de cailloux. Et un jour, un scientifique a découvert que ces cailloux avec lesquels la petite jouait étaient des diamants. Et ces cailloux de cette petite fille ont déclenché le grand rush, le grand mouvement de découverte des diamants de l'Afrique, par exemple. Merci, Nisita. Tu mets aussi l'accent ici sur justement ce sens inné du beau des enfants. Finalement, ce petit garçon a ramassé ces cailloux à qui il n'accordait pas une valeur marchande particulière, mais simplement parce qu'il les trouvait beaux et qu'il avait envie de jouer avec et de les partager avec sa sœur. Donc toi qui disais tout à l'heure la préciosité, c'est une valeur extrêmement difficile à quantifier. Il y a une partie aussi effectivement subjective qui est simplement liée aux émotions que les bijoux que les bijoux éveillent en nous. Subjectif, oui, et comme j'ai dit, très compliqué et très simple. Parce que si vous le trouvez beau, si vous le présentez à votre frère, à votre sœur, à votre être aimé, ça devient très précieux. Et ça peut être aussi précieux dans le sens plus quantitatif, si les scientifiques, et les gémologues et les collectionneurs le veulent un jour. Non? Merci, Enisita. Tu nous parlais tout à l'heure, tu citais des films. Nous avons Laetitia qui nous demande si tu peux nous en dire un petit peu plus. Oui, nous avons, je crois que si vous comptez les différentes langues, parce que nous avons les sous-titres aussi, nous avons la moitié de nos films en anglais, l'autre moitié en français, mais nous avons les sous-titres pour tout. Et nous avons, si vous comptez les différentes langues, 42, je crois, films. Ce sont des films très courts, entre 3 minutes et 8 minutes maximum. Et nous appelons cela notre e-bibliothèque. Et dans cette e-bibliothèque, par exemple, nous avons un film qui traite sur les années folles à travers 3 bijoux. Un bijou moderne, un bijou inspiré par Josephine Baker et un bijou tout à fait inspiré par la Chine, dans les 3 courants des années folles. Mais nous avons les opales d'Éthiopie, le talisman de Charlemagne, qu'est-ce que sont les saphirs de couleur, etc., etc. Et nous continuons à créer de nouveaux films. Merci. Et ces films sont tout à fait disponibles à travers YouTube et à travers notre site à l'école Van Cleef & Arpels. Mais je suggère le lien YouTube. Je ne sais pas si tu veux brancher le lien, Mui Cheng, ou si je ne fais que décrire que si vous allez sur YouTube et vous tapez l'école Van Cleef & Arpels et vous tapez par exemple les années folles, je viens de le faire moi-même, je suis tout de suite tombée sur les films. Pour celles et ceux qui sont curieux et qui souhaitent compléter ces conférences justement avec ces courtes vidéos qui reviennent sur des sujets précis de l'histoire des bijoux, vous trouverez le lien dans les commentaires du live. Nous voulons le poster. Vous retrouverez sur ce site toutes les vidéos dont parle Inesita. Inesita, dis-moi peut-être une question peut-être un peu plus personnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton parcours et comment tu es devenue historienne des bijoux, qui est un métier un petit peu particulier? Il y a 2 aspects. Je dis aux jeunes, parce que j'aime beaucoup conseiller les jeunes, et n'hésitez pas à me demander des questions. Toutes les questions sont bonnes. Pour moi, c'était plutôt, mon parcours, c'est de bonheur accidental. J'ai toujours poursuivi mon bonheur. L'histoire de l'art à Princeton, j'ai commencé à étudier l'histoire de l'art à Princeton pour plaisir, parce que je voulais être avocate, je voulais être juge du Supreme Court des États-Unis. C'était ma mission depuis l'âge de 3 ans. Par plaisir, pour me divertir avec mes amis, j'ai suivi les cours de l'histoire de l'art. J'ai terminé par suivre presque tous les cours qu'il y avait à Princeton University et j'ai suivi ce bonheur
dans les galeries de l'art et éventuellement chez Cartier. J'ai passé 17 ans chez Cartier comme directrice de marketing. J'ai créé une marque de perles avec Tiffany qui s'appelait Iridescent Pearls. Donc, je suis grande passionnée par les perles. Mais maintenant, encore une fois, en poursuivant mon bonheur, j'enseigne. Et j'emploie tout, ma boîte à outils, c'est tout que j'emploie pour conseiller les jeunes, pour partager avec les jeunes, pas seulement les jeunes, parce qu'à l'école, nous avons de l'âge de 5 ans. Je crois que le minimum déjà, c'est 5 ans. Et le maximum, il n'y a pas de maximum. Je crois qu'à ce moment-ci, nous avons eu jusqu'à 90 ans. Mais nous invitons les centenaires aussi. L'école est pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut pour suivre un cours dans l'école? Il ne faut que le désir. Pas de qualification et chaque cours est individuel. Ça dure la moitié d'une journée ou soit 2 heures avec vous chez Ideas Box ou dans les endroits où nous allons. Donc, c'est une poursuite de bonheur, je dirais. Je conseille les jeunes de ne pas exactement faire cela. C'est pourquoi je dis 2 aspects. Cela, c'est terminé très bien pour moi, mais c'est un peu accidental. Je suggère que vous, les jeunes, que vous planifiez. Prenez des cahiers. Écrivez. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux être? Quels sont mes rêves? Et il faut maintenir cela. Penser, réfléchir. Et c'est jamais trop tôt. Bien sûr, changer si vous voulez changer, mais planifier. Merci beaucoup, Inisita, pour cette réponse franche et passionnante qui décrit aussi la sérendipité de ton parcours et le fait qu'on peut se diriger vers une voie, suivre sa passion et finalement faire un tout autre métier que ce qu'on avait imaginé. Je pense que c'est important de le rappeler justement quand on réfléchit orientation scolaire, professionnelle. Nous avions peut-être une dernière question qui est celle de Sophie qui nous demande si le mouvement Art déco s'est toujours appelé Art déco et sinon comment s'appelait-il au début? Non, au début c'était vraiment moderne et c'est une belle question et cela nous donne l'opportunité de tricoter tout ensemble. Ça venait vraiment le crucible, c'est le même crucible, c'est le moment de définition était vraiment 1925. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette incroyable exposition. Et en 1925, Paris était vraiment le centre des grandes expositions, des grands World's Fairs. Ce n'était pas New York, ce n'était pas n'importe où, c'était Paris. Et modernité. Donc, les arts, le nom était vraiment modernité. Exposition d'art industriel et décoratif moderne. Et en modernité, comme j'ai dit, c'était vraiment moderne. La modernité a inclué l'idée de tourner la tête dehors de l'Europe, de regarder dans l'Afrique, de regarder sans Afrique. Vous avez vu les peintures de Picasso. Sans Afrique, vraiment, si vous étudiez l'art africain, ça vole un peu, on peut dire, et ça vole l'éclat des gens comme Picasso, mais aussi ça leur donne beaucoup d'honneur parce qu'ils étaient amoureux. Je ne peux même pas décrire comment est-ce qu'ils étaient amoureux de l'art africain. Et à cause de l'art africain, on a Picasso. On n'aurait pas Picasso sans cela. Donc, modernité voulait dire ouvrir les yeux. Regardez partout, ne jugez pas, n'avoir pas de présuppositions, c'est le même mot, presuppositions, ouvrir l'esprit. Et ce n'était que pendant les années 70. Un jour, j'aimerais bien écrire un livre, j'annonce, vous pouvez voler le titre si vous voulez, les jeunes, presque la poubelle. Parce que Art déco, comme beaucoup d'autres arts, c'était presque dans les poubelles. Je veux dire vraiment les archives jetées. Sans les archives, on n'en rien. Et même les bijoux fondus et les pierres enlevées
et reconstruction avec de nouveaux bijoux. Tout était presque perdu. Mais c'était à cause, et ici je peux créditer les Américains, des collectionneurs américains comme Andy Warhol et autres, qui ont collectionné tout ce qu'ils pouvaient quand cela ne valait pas du tout beaucoup d'argent. C'est important, pas du tout. Et ils ont surnommé cela Art Deco. Et ici, je mets l'emphase sur la façon américaine de prononcer Art Deco, parce qu'ils ont pris de tout cet énorme titre, qui est vraiment une grande bouche pour dire l'exposition d'art, on ne dirait pas encore une fois, mais ils ont pris Art Deco, Art Deco. Et maintenant, on reconnaît cela pour Art Deco. C'est très important aussi parce que art décoratif, les gens de ce mouvement voulaient mettre en valeur les petits arts décoratifs qui avant n'avaient pas ce respect. Et ils voulaient remettre le respect aux arts décoratifs, je veux dire ce qui n'était pas architecture, sculpture et peinture. Parce qu'il y avait un moment quand ces trois arts étaient les grands beaux-arts. On ne va pas discuter la Renaissance et avant, ce n'était pas la vérité. Donc, les artistes et les artisans du mouvement Art déco voulaient élever les arts décoratifs. Quand les gens qui appréciaient cela ont donné ce surnom, ils ont donné cela pour une raison, pour cette raison-là. Pour redonner, on pourrait dire en français, les lettres de noblesse aux arts décoratifs. J'espère que cela, c'est pas trop, et j'espère que cela vous aide. C'était parfait, merci énormément Inesita pour ce retour dans la naissance finalement de ce mouvement dont nous avons exploré les différents aspects, les différentes facettes au cours des 3 conférences de cette semaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous continuerez à nous retrouver dans les semaines à venir avec de nouveaux chapitres autour d'autres mouvements de l'histoire des bijoux, autour de l'histoire des pierres également. Vous n'hésitez surtout pas à vous inscrire à la newsletter de Bibliothèques sans frontières et sur la page Facebook où nous publierons dès le début de semaine prochaine le programme de la semaine à venir. Et c'est notamment pour répondre à votre question, Kim. Vous nous demandiez quand est-ce que aurait lieu la prochaine formation. Sachez que c'est dès la semaine prochaine. Nous nous retrouvons donc sur un rendez-vous régulier tous les vendredis pour parler de l'histoire des bijoux et de l'histoire des pierres. Merci infiniment, Inesita, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ta passion et ton savoir avec notre public. Merci. Merci infiniment à toi, Mui-Cheng, et à tous ces anges de la Bibliothèque sans frontières. Merci. On ne pourrait rien faire sans nos partenaires, donc je tiens à remercier tout particulièrement l'École des Arts Joyers de nous avoir mis à disposition les vidéos ainsi que l'expertise de ses professeurs et notamment d'Inesita. Merci sincèrement de nous faire confiance sur ce beau parcours autour de la créativité où nous prenons le bijou comme porte d'entrée universelle pour aller explorer les émotions et notre capacité humaine à imaginer, à rêver, à explorer, y compris en période de confinement. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et nous nous retrouvons dès mardi matin après ce week-end de Pâques autour d'un live 10 sur 10 et avec notre partenaire l'École des Arts Joyers à partir de mercredi où nous publierons les prochaines conférences. Et enfin un live avec un autre expert de l'école dès vendredi prochain à 17h30. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Bye bye. Au revoir. À bientôt.